Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP qui devient exceptionnellement candidat à table le temps de la présidentielle puisque nous recevons Nathalie Arthaud. C'est donc vous qui allez passer à la casserole aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte et bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Bonjour Nathalie Arthaud, vous êtes donc professeure d'économie et de gestion à Aubervilliers et candidate à l'élection présidentielle de 2022 pour le parti Lutte ouvrière. C'est votre troisième tentative après 2012 où vous obtenez 0,56% des voix et 2017 où vous progressez 0,64%. Ça vous vaudrait pas forcément une bonne note, mais bon, généralement la troisième fois, en tout cas c'est la bonne si l'on se réfère à François Mitterrand ou à Jacques Chirac. Alors on vous souhaite bonne chance. Même si c'est pas gagné. Vous qui défendez inlassablement dans la lignée d'Arlette Laguillet les travailleurs et les travailleuses, vous allez certainement séduire d'autres, de nouveaux électeurs avec le choix du menu du jour. C'est un des plats préférés des Français, n'est-ce pas Jean-Pierre? Et oui Brigitte, on va déguster un couscous qui fait partie des plats préférés des Français. Et puis en dessert, eh bien, des mandarines, pas de chichi, mais c'est très léger après un couscous. La cantine gratuite pour les enfants les plus modestes ou mettre fin aux subventions des grands exploitants agricoles. Voilà une partie des propositions que vous formulez dans le cadre de la campagne présidentielle. On fait réagir les spécialistes. Dans les pieds dans le plat, polémique à Aubervilliers, des jardins ouvriers rasés pour faire place nette aux travaux des JO 2024. Reportage à suivre. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Alors, le choix de ce couscous, Nathalie Arthaud, je l'explique par le challenge que vous vous êtes imposé pour faire mieux à la présidentielle que votre prédécesseur, à savoir Arlette Laguillet, qui a réussi à rassembler 5,7% des suffrages en 2002. Votre recette à vous, c'est le communisme révolutionnaire consensuel. Et ça passe par l'assiette, avec un couscous qui, depuis des années, fédère les Français. C'est le ou l'un de nos plats préférés. Il n'y a pas que les travailleurs et les travailleuses qui se jettent sur cette petite graine. Tout le monde, Brigitte, se lève pour le couscous. Les bourgeois, naturellement, ils adorent le couscous royal. Les bobos, le couscous méchoui, c'est très tendance. Et les socialistes, le couscous boulette, en hommage au dérapage de Ségolène. Bref, avec le couscoussier sous le bras, vous pouvez aller grappiller des voix partout, Nathalie Arthaud, y compris chez les partisans de Zemmour, biberonnés à la semoule d'Oran. Et puis, vous qui rêvez encore de l'international communiste, sachez que ce couscous est entré au patrimoine de l'ONU. Donc je me dis que si vous devenez présidente, ce sera avant tout grâce au couscous. J'exagère? Bah écoutez, bon, pourquoi enfin, tant mieux, hein, tant mieux. Si cela Alors me pourquoi le rapproche, couscous? Non, c'est simplement que quand j'ai dû choisir un plat, bon, bah, j'ai choisi un plat que je trouve convivial. Que j'aime bien manger. Et puis par ailleurs, il m'arrive de temps en temps, pas souvent en fait, parce que je vais très peu au restaurant, mais il m'arrive d'aller dans un restaurant pas loin de chez moi qui s'appelle Le Village et qui fait du couscous. Et donc je vais manger le couscous de Nadia et d'Oualid. J'aime bien. Et donc voilà, c'est. Il n'y a pas un message politique dans le choix de ce plat? Par ailleurs, vu ce début de campagne électorale où il n'est question que de prénoms, des uns ou des autres, ou de couleurs de drapeau, où je trouve que la vision est très étriquée là sur l'identité nationale et même que ça affleure certains préjugés racistes, moi j'ai envie de dire que oui, ce qui me plaît aussi dans la gastronomie, c'est toutes ces découvertes, c'est ce brassage aussi culinaire. Mais ça veut dire que vous n'auriez pas osé nous proposer un bœuf bourguignon parce que ça fait un peu nationaliste? Non, quand même pas. J'avoue que je préfère le couscous largement au bœuf bourguignon, donc je ne pense pas qu'il me serait venu en tête, tout simplement. Non, ça a été assez spontané, et en même temps, je crois que c'est le reflet de ce qu'on vit, en fait. Voilà, c'est simplement le reflet de ce qu'on vit. C'est drôle ce que vous dites, parce que le candidat communiste Fabien Roussel a dit récemment qu'il fallait manger de la bonne viande, du bon fromage, du bon vin, et il a été très critiqué à gauche. Ça vous choque qu'il dise ça? Non, ça me choque pas, mais moi, franchement, j'ai pas envie de venir ici pour dire il faut. J'ai envie surtout d'abord de souligner que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui mangent pas à leur faim, voilà, qui n'ont pas le choix
qui n'ont pas le choix de ce qu'ils mangent quand ils vont chercher leur panier repas au secours populaire ou à l'aide alimentaire. Ils ne choisissent pas. C'est ça la réalité. Et puis quand vous avez des budgets tellement serrés, et ça c'est le cas de beaucoup de retraités, beaucoup de travailleurs, qu'en réalité vous faites vos courses en chassant les promotions. Vous chassez les promotions, vous n'achetez que ce qui est en promotion et c'est comme ça que vous arrivez à remplir votre caddie. Vous ne choisissez pas. Donc moi, c'est aussi de tout ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors, vous allez le goûter. Oui, on va le goûter, ce couscous. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez, s'il est à votre goût. Et puis, forcément, parce que je ne suis pas, comment dire... Vous êtes gourmande, gourmet? Je suis gourmande, mais je suis très bon public aussi. Et je suis d'abord et avant tout reconnaissante à ceux qui cuisinent. Parce que vous ne mettez pas beaucoup la main à la pâte. Disons que ça passe après le reste. Voilà, c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. Et en plus, autre aveu, je mange à la cantine depuis que je suis à l'école primaire. Je suis enseignante et je continue de manger à la cantine. Et ça me va, ça me convient, vous voyez. Vous la trouvez bonne, la cantine? Oui, je trouve la cantine bonne. Je suis une des rares, je pense, une des rares profs à trouver la cantine bonne. Donc voilà, ça vous donne un peu d'harissa? Voilà, je pense que je mange à la cantine des choses que je serais absolument incapable de me faire de toute façon au jour le jour. Donc je suis reconnaissante et là, de toute façon, il paraît très appétissant. Alors vous allez nous dire si la cantine est bonne ici. Il est très bon. Et en attendant, Jean-Pierre, dites-nous 3 choses à savoir sur comment ne pas rater finalement le couscous. Voilà, alors je ne sais pas si Nathalie Arthaud va écouter ça, parce que visiblement quand elle veut manger du couscous, elle le commande chez son amie. Mais alors, Nathalie Arthaud, veillez au départ à ne pas trop mouiller la semoule, sinon elle peut devenir compacte et c'est une catastrophe. Alors bien sûr, on peut toujours tenter de la récupérer en la faisant sécher 5 à 15 minutes, mais c'est très mal parti. C'est assez compliqué, la semoule. Pour le couscoussier, bien le déposer sur la marmite d'eau bouillante une fois que l'eau est très bouillante, sinon la semoule risque de coller au fond du couscoussier. Donc deuxième astuce. Enfin la troisième, il y a plusieurs cuissons. Pour les cuissons, la première, laissez au moins 20 minutes une fois que la vapeur passe bien à travers la semoule. Puis vous versez la semoule dans un grand plat. Vous séparez les graines soit avec les mains, soit avec une fourchette. Vous la mouillez à nouveau, puis vous la faites cuire une nouvelle fois 20 minutes avant d'ajouter de l'huile d'olive ou du beurre. Une petite astuce, si vous conservez cette semoule, mieux vaut mettre de l'huile d'olive parce qu'avec le beurre, ça peut sentir un peu le rance ensuite. Voilà, donc avec ça, vous êtes parés pour faire un bon couscous. Vous allez pouvoir faire un couscous bientôt chez vous. Et vous voyez, c'est quand même dingue le travail qu'il y a pour réaliser surtout ça. La semoule. Ouais. Voilà, mais oui, c'est quand même assez impressionnant. Bon, dites-nous. Oui, bien sûr, c'est très bon. C'est bon. Est-ce que vous mettez de la harissa ou est-ce que vous voulez des petits raisins secs pour Oui, habituellement j'en mets, mais peut-être que je vais m'abstenir aujourd'hui. Ah bon? Vous avez peur de flamber? Il faut dire que je ne veux pas devenir rouge. La harissa est très forte. Et voilà. Est-ce que c'est un plat que vous mangez chez vous, enfant? Comment vous avez connu le couscous finalement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, moi, je suis originaire d'un département rural, la Drôme des collines. Département rural avec vraiment mes grands-parents qui étaient très enracinés dans la terre, puisqu'ils étaient agriculteurs des deux côtés. Et donc, j'ai vécu toujours avec beaucoup de fruits, de légumes de saison. C'est quand même une région où il y a beaucoup de fruits. Des abricots, des pêches, des poires, des melons. Enfin, des produits de la terre. Des produits de la terre. Finalement. Il y a de la polyculture aussi, donc j'ai beaucoup mangé des produits de la terre. Et puis par ailleurs, dans ma famille, bien sûr, ma mère cuisinait beaucoup, énormément, savait faire beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'on trouvait chez vous à la table familiale? Les recettes de la Drôme? Bien sûr, oui, les gratins. Le fameux gratin dauphinois, puisque c'est en fait la frontière de la Drôme et de l'Isère, donc c'est le Dauphiné. Oui. D'accord. C'est le Dauphiné. Les ravioles, alors un petit peu, non? Les ravioles, bien sûr. Ouais. Les ravioles. Les caillettes. Mais vous voyez, les ravioles qui doivent beaucoup au fromage aussi du coin, les caillettes, bien sûr, et puis les quenelles, enfin voilà. Donc on a. Alors, j'étais effectivement très formatée de ce point de vue-là. Très formatée. Votre premier couscous, c'est quand? Mon premier couscous. Ça marque un premier couscous. Premier couscous. Je ne saurais pas dire parce que non, mais en réalité la cuisine du monde, j'ai envie de dire, je l'ai vraiment découvert une fois arrivée à Lyon.
Donc là, j'ai continué mes études à Lyon et donc j'ai eu cette possibilité de découvrir effectivement les restaurants qui servaient des couscous, mais aussi les Vietnamiens, voilà, les restaurants indiens, japonais. Donc vous aimez, vous, les cuisines du monde en général? Ah, moi, j'adore découvrir de nouvelles saveurs. Voilà, c'est vraiment... En fait, je sais très bien cuisiner, parce que évidemment, quand on est une fille dans les classes populaires, je pense, eh bien, on passe beaucoup de temps à aider forcément sa mère. Pas très féministe, au ça. fourneau. C'est la réalité des choses. En tout cas, moi, de ma génération, et je pense quand même de beaucoup de filles encore aujourd'hui, elles aident leur mère. Elles aident leur mère, donc en fait on regarde et puis on doit faire. Donc moi je suis capable de faire beaucoup de choses. Alors si on vous demande de faire un plat, qu'est-ce que vous choisiriez? Moi je suis capable de faire un bon gratin dauphinois, je suis tout à fait capable de le faire. Mais vous voyez par exemple, alors la seule épice finalement qu'on utilisait, c'était le poivre. Alors moi j'ai découvert les épices. Avec Lyon, avec tous ces restaurants avec Lyon, variés, avec ces restaurants. Le cumin. Et je suis incapable, moi, véritablement de les doser, de les utiliser. Voilà. Parce que c'est pas dans votre ADN? Non, parce que j'en ai pas l'habitude et puis parce que je ne sais pas faire. Donc laissons faire les spécialistes, voilà, et respectons leur travail. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et par exemple, je sais que c'est une grande discussion que j'ai encore avec mon père parce que lui, le sucré salé, c'est pas possible. Ça sort complètement de son cadre. C'est juste, vraiment un sacrilège, Mais moi, j'adore le sucré salé. Vous voyez, donc, et en fait, j'ai très vite mesuré que finalement, quand on est éduqué dans une certaine tradition, des habitudes, on est aussi un peu enfermé. Et moi, ce que j'ai aimé dans la grande ville, c'est au contraire le brassage, la découverte, les surprises, et ça ouvre des horizons. Donc voilà, moi aussi, avec le couscous, j'ai envie d'expliquer ça, que moi je pense que tout ça, c'est de la richesse pour la société. Voilà. Vos grands-parents, vous le disiez, étaient proches de la terre, vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Aujourd'hui, quand vous faites votre marché, vous êtes assez attentive aux producteurs, savoir d'où ça vient, ou peut-être aux étiquettes. Est-ce que c'est un circuit court? Est-ce qu'il y a du bio? Vous regardez ça attentivement ou pas? Honnêtement, non, pas plus que ça. En fait, d'abord, quand je vais sur le marché, j'ai aussi mes habitudes. Voilà, donc je fais confiance et puis j'achète Plus en fonction du prix qu'en fonction de l'origine, alors? Oui, plus en fonction du prix, oui, comme beaucoup. J'y vais avec mon billet de 20 €. D'un pays très lointain, où il y a un coût carbone important. Moi, ce que je pense, c'est que, si vous voulez, cette discussion où on demande aux consommateurs d'être responsables et de veiller à ne pas participer à la pollution ou je ne sais trop quoi, c'est une discussion qui est très culpabilisante et qui n'est pas juste. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. La vérité, c'est que ce n'est pas nous qui remplissons les rayons des supermarchés. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui est produit, de comment tout cela est produit, comment c'est acheminé. On n'y est pour rien. Et la plupart du temps, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous savez, on fait ses courses. Au plus court. Moi, le plus court, c'est pas le champ d'en face. Moi, le plus court, c'est la supérette. C'est la supérette qu'il y a à quelques centaines de mètres de chez moi. Et je peux vous dire que je retrouve toujours les mêmes produits. Voilà, et j'ai pas 50 000 choix. Et quand en plus on est à 1 € près, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait on suit le catalogue des promotions. On suit le catalogue des promotions. Ça, c'est la réalité de millions de femmes et d'hommes. Et moi, je ne suis pas au-dessus. Bien sûr, je suis enseignante. Heureusement, je ne suis pas à l'euro près. Mais quand même. Vous surveillez les étiquettes. Et puis de toute façon. La viande, par exemple. Et puis je suis engagée dans une vie avec un rythme aussi infernal. Oui. Donc de toute façon, il faut faire vite, il faut faire ses courses, il faut remplir le réfrigérateur, il faut se faire quelque chose à manger. Donc je crois que je suis un petit peu le reflet. Viande et poisson, c'est des produits de luxe pour vous? De luxe, non, j'irai pas jusqu'à dire ça, parce que d'abord, y compris dans mon enfance, j'ai mangé de la viande régulièrement, parce que vous étiez près des fermes, parce que... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous en mangez moins? J'allais régulièrement dans la ferme de mon grand-oncle, il élevait des cochons, des lapins, il avait des vaches, les chèvres, les moutons, enfin, c'est des choses... J'ai ramassé des pommes de terre, des cornichons dans mon enfance, j'en ai ramassé d'ailleurs des pommes de terre il y a
un an de cela, puisque une petite parcelle sur laquelle mon père plante des pommes de terre. Voilà, donc ça c'est vraiment toute ma vie. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, bon, je mange moins de viande parce qu'il y a aussi une variété, parce que le soir j'ai pas tellement envie d'en manger. C'est pas une question de coût, c'est pour le bien-être animal, pour non, je dirais même pas. C'est aussi des nouvelles habitudes. On mange aussi léger. Et puis il y a une variété. En tout cas, voilà, moi j'arrive à accéder à une certaine variété, donc on a envie aussi de choses. Parfois, on peut manger des choses très très bonnes aussi sans viande, mais encore une fois, c'est pas. Comment dire ? Moi, je ne place pas la question, vous voyez, de la cause animale ou de la cause environnementale à une échelle individuelle. Je crois que c'est pas juste de faire ça. C'est pas juste de culpabiliser les gens. Je crois qu'il faut se poser la question de l'organisation de la société. Vous savez, moi, je suis dans ma famille entourée de gens qui ont élevé, donc effectivement, qui ont fait de l'élevage, qui mangent de la viande, etc. Je sais comment ils les traitent. Je sais leur attachement, je sais que... mais sauf que dans les abattoirs, ça se passe pas comme ça, évidemment. Hein. Évidemment, c'est la rentabilité, il faut saigner je ne sais combien de cochons à l'heure, hein, je crois des centaines. Alors tout ça, c'est terrible pour l'animal, mais c'est terrible aussi pour les travailleurs, hein, pour les ouvriers. Hein. C'est absolument terrible. Ces cadences, cette pression... Ouvrir dans voilà. Effectivement, dans un abattoir, c'est épouvantable. Voilà, et d'abord pour les travailleurs, hein, c'est effectivement des conditions de travail, et tout ça parce que et vous êtes contre les abattoirs ? C'est plus rapide. Bah, non, je suis pas contre. Je suis pas contre le progrès, contre, y compris une forme d'industrialisation et d'organisation plus collective. Du secteur agroalimentaire, parce que je pense que ça a permis aussi de nourrir la population. De nourrir la population, et on serait capable de nourrir la planète. Hein. C'est ça aussi. Hein. On serait capable de produire la planète, mais on ne le fait pas. Il y a encore de la famine, il y a de la malnutrition, et ça fait partie des choses qui me révoltent. Mais je pense que ce progrès-là, c'est aussi le fruit de l'industrialisation. Mais justement, on peut aussi fabriquer sans cette course-là au rendement, au profit, et il faudrait fabriquer autrement. Alors, on va voir si vous êtes incollable. C'est le quiz. Alors un quiz facile, Brigitte, hein, pour Madame Arthaud, qui est originaire de la Drôme. Sauriez-vous nous dire S'il vous plaît, quel est l'ingrédient qui ne figure pas dans la recette de la caillette de Chabeuil, une fameuse spécialité drômoise? Alors, A, le foie de porc. Est-ce que le foie de porc figure dans la recette? B, la muscade. Attention, c'est une épice. Vous dites que vous n'êtes pas très à l'aise avec les épices. C, le pied de porc. Et D, la scarole, qui est une salade. Un de ces ingrédients ne figure pas dans la recette de la caillette de Chabeuil. Lequel? Moi, je dirais la muscade, mais... Et non, alors vous avez un problème avec les épices. Ah bah voilà. Effectivement, je vous l'avais dit. Il y a effectivement de la muscade, non. Il n'y a pas de pied de porc, mais il y a de la tête de porc et de la gorge de porc. Bon appétit. Voilà. Alors on va voir, vous pouvez peut-être vous rattraper, puisque vous êtes adepte de la lutte des classes, vous détestez cette gauche caviar, mais le caviar, qu'en savez-vous? Laquelle de ces affirmations est fausse? A, le beluga est une variété d'esturgeon. B, la Chine est le premier pays producteur de caviar. C, le caviar se déguste avec des cuillères en argent. D, la mer Caspienne est le berceau du caviar. Laquelle de ces affirmations est fausse? Moi, je dirais la Chine, qui est le premier producteur de caviar. Ah non, la Chine est bien le premier producteur de caviar. Voilà. Je n'en ai jamais mangé. En revanche, on peut être né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, mais pas pour manger du caviar. Ah d'accord. Parce que ça se déguste avec une cuillère en nacre. Voilà, oui, parce que l'argent s'oxyde au contact, et donc c'est pas très bon. Et la Chine, effectivement, depuis qu'il y a eu un moratoire sur le caviar en Iran et en Union soviétique, en Russie maintenant, eh bien la Chine, vous savez, ils sont toujours les premiers partout, et ils font des élevages d'esturgeons, et c'est le premier producteur, et la France est le deuxième pays producteur de caviar. Alors en France, on sait que le repas occupe une large place, et particulièrement en politique. C'est souvent là que se nouent des deals, que se fait la petite et la grande histoire, et c'est notre bref de comptoir. Alors Nathalie Arthaud, on vous a demandé de réfléchir à un souvenir politique autour d'un repas. Lequel vous est revenu en mémoire?
Ça a été difficile et laborieux. Vous avez dû en faire beaucoup. Non, mais je fais énormément de repas. Alors, pas du tout avec d'autres politiciens, hein, je tiens à le dire. Non, par contre, on a une tradition à Lutte ouvrière, c'est la tradition des banquets ouvriers. Ça, on continue. Et donc, en fait, à l'automne, on a une série de banquets ouvriers dans toutes les régions. Et donc, je fais le tour de ces banquets. Je pense, produire le guide Michelin des banquets de Lutte ouvrière. Il n'y a pas de problème. Vous devriez faire un petit guide. Voilà. Mais non, c'était pas c'est pas une anecdote. Hein. Voilà, c'est un fait. Mais j'ai pensé quand même à un moment politique à table, qui m'a quand même marqué, qui continue d'être présent dans mon esprit. C'était au lendemain du 21 avril 2002. Donc il y avait eu ce choc de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, l'éviction de Jospin. Qui s'était écroulé, il avait perdu 2,5 millions d'électeurs, et puis le PC lui-même avait perdu 2 millions d'électeurs. Alors, je me souviens toujours, c'est que nous, Lutte ouvrière, il était hors de question, pour nous, il n'était pas question de voter pour Chirac. C'était juste pas possible de voter pour quelqu'un qu'on avait combattu, qu'on continuait de combattre, qui ne représentait en rien les intérêts des travailleurs. Et donc, nous étions très isolés dans cette période-là. Très embêtés. Donc, je me souviens que je me rends au lycée, je vais déjeuner à la cantine, comme à mon habitude. Et je travaillais à cette époque à Épinay-sur-Seine, donc en Seine-Saint-Denis. Et dans le lycée, il y a vraiment une très très bonne ambiance parce que c'est un lycée très difficile. Mais bon, en général, on serre les coudes aussi dans ces situations-là. On avait fait beaucoup de grèves ensemble parce qu'on nous avait mis dans des situations pas possibles. Enfin bon, bref. Et donc, il y avait une bonne ambiance. Je m'entendais très très bien avec mes collègues. Et là, j'arrive à la cantine, donc une grande tablée. Il y avait au moins, je dirais, une vingtaine de collègues à table. Donc, je m'assois avec mon plateau, etc. Et là, immédiatement, ça a été mon procès. Mon procès politique commence là. Je soutenais finalement Le Pen parce qu'en fait, le débat avait été un peu placé. Vous les mettiez sur un pied d'égalité, j'imagine. Non, mais il y avait une pression politique, y compris la gauche, pour masquer, je pense quand même, son effondrement et la catastrophe, avait fait croire que c'était Chirac ou le fascisme, et que Le Pen pouvait être élu, alors que les voix même de Le Pen étaient de toute façon inférieures aux voix de droite. C'était juste pas possible. Donc là, on faisait une pression qui n'était absolument pas juste. Et voilà, j'ai vécu un repas où j'ai dû expliquer, rendre des comptes à tous mes collègues. Alors, ce que j'ai fait, avec courage. Vous étiez un peu isolé. J'ai pas mangé grand-chose lors de ce repas. Il est resté, pour moi, mémorable. Mais, parce qu'évidemment, c'était grand silence dans le réfectoire. Mais on n'a pas la fin de l'histoire. Vous avez voté pour qui finalement? La fin de l'histoire, c'est que bien sûr, je me suis abstenue. Il était hors. J'espère en avoir convaincu un certain nombre. Alors, sans doute pas beaucoup, mais ce que je peux vous dire, c'est que 6 mois plus tard, beaucoup d'entre eux sont revenus me voir en me disant « J'avais raison, ils ont marché, ils se sont fait avoir, ils se sont fait prendre au piège. » Voilà. Et donc pas de vote utile pour vous? Non, pas de vote utile, parce que c'est toujours un vote en fait contre ses propres intérêts, c'est toujours se tirer une balle dans le pied. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment une escroquerie. Mais alors en 2017, c'était pas la même escroquerie. Alors, juste quand même. Macron, Le Pen, vous avez fait quoi? Abstention aussi? Oui, bien sûr. D'accord. Et bien sûr. Il n'y a pas de menace. Et là, je peux vous dire il n'y a pas de menace pour vous du Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Vous ne le voyez pas comme ça. Exactement comme tous ceux qui ont passé les 5 ans à lutter contre la politique de Macron, ce qui a été mon cas. Je suis assez fière de dire que je ne l'ai pas soutenu, qu'il ne représente pas notre politique. Et moi, j'invite les femmes et les hommes, les travailleuses et les travailleurs à dire leur intérêt, à dire leur politique et leur perspective. Et je n'ai pas à raisonner en disant je vais utiliser le moins pire, etc. Et je ne pense pas que ni Emmanuel Macron, ni d'ailleurs à l'époque Chirac, n'a fait rempart à l'extrême droite. La preuve. Donc là, vous allez affronter le rempart contre l'extrême droite, c'est de défendre sa politique, c'est de défendre ses intérêts. Est-ce que vous avez vos signatures pour défendre votre politique en 2022? Pas encore. Donc vous les aurez encore. Je pense que nous les aurons. Vous en avez combien à peu près là? Non, je ne peux pas.
je ne dis pas de chiffres parce que tout ça sont des promesses, sont des contacts. Ce que je sais, c'est qu'on doit encore continuer notre travail, qu'on va le continuer, on en a encore pour un mois sans doute, mais que ça avance bien. Vous pensez que vous les aurez? Ça avance bien, je pense que je les aurai parce que fort heureusement, il y a des maires qui sont attachés au pluralisme, voilà. Et puis parce que quand nous allons les solliciter physiquement, ce que font sans doute pas les autres partis, qui sont en train aujourd'hui de protester, eh bien, on trouve leur oreille. C'est la clé. Oui, et puis je pense qu'ils sont aussi assez proches de la population et de leurs préoccupations pour se dire qu'une voix comme la nôtre mérite d'être entendue. Alors vous formulez en tout cas un certain nombre de propositions en matière d'agriculture et d'alimentation. Nous les avons passées sur le grill. C'est notre nouvelle rubrique dans cette émission. Alors vous avez, Nathalie Arthaud, dans votre programme présidentiel, une vraie philosophie en matière d'agriculture, d'alimentation, où vous dénoncez la loi du profit qui guide les capitalistes, profite à l'agrobusiness et à la grande distribution. Vous formulez aussi quelques propositions. D'abord, mettre fin aux subventions des grands exploitants agricoles au détriment des petits paysans. Alors on a interrogé des spécialistes. Regardez ces réactions qui sont recueillies par Marion Lefebvre. C'est une proposition qui est intéressante, qui pointe en tout cas un problème fondamental de la politique agricole commune, la PAC, puisque la majorité des 9 milliards d'euros qui est distribuée chaque année en France est répartie en fonction de la surface de chaque ferme. Donc plus une ferme est grosse, plus elle reçoit des subventions de la PAC. Donc, ce qui fait qu'à un bout, on a quelques très grandes exploitations qui peuvent recevoir plusieurs centaines de milliers d'euros d'argent public par an, juste parce qu'elles ont beaucoup de surface. Et à l'autre bout, on a des petites fermes en maraîchage, par exemple, sur 3 ou 4 hectares, qui ne reçoivent quasiment rien et qui sont véritablement les oubliés de la PAC. Pour nous, c'est pas du tout une bonne idée ou une bonne solution, parce que déjà, je pense que la France a besoin de toutes ces fermes, quelle que soit leur taille. Et puis, il faut vraiment se comparer à l'échelle européenne, puisque la PAC est un dispositif d'accompagnement européen, et que la France a su garder des fermes de taille familiale. Et la très grande majorité, enfin 95% des fermes, c'est des unités qui tournent entre 100 et 150 hectares. Donc c'est tout petit par rapport à ce qu'on peut trouver à l'est de l'Europe. On a des unités qui font 10 000, 15 000, 20 000 hectares. Voilà, le système de plafonnement ou carrément de supprimer les aides des plus grandes exploitations n'ont pas de sens. Et puis la France a choisi un autre moyen de retribuer plus les actifs agricoles, c'est le paiement redistributif. C'est un système qui est beaucoup plus performant et qui ne sabre pas des unités même si elles sont grandes, ont tout leur intérêt, notamment en termes de souveraineté alimentaire. Alors Nathalie Arthaud, vous venez d'entendre la FNSEA qui dit que c'est pas une bonne idée, qu'il faut des tailles, toutes les tailles finalement dans les exploitations, que sinon il y aurait une distorsion de concurrence avec les grosses exploitations de nos pays voisins européens. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, là, manifestement, il défend justement les intérêts des plus gros. Voilà, parce que quand il explique que 150 hectares, c'est une petite ferme, excusez-moi, mais... déjà une grande ferme, mais les grandes fermes, ça permet de nourrir aussi la population, non ? Est-ce qu'on pourrait nourrir tout le monde avec des toutes petites fermes ? C'est vrai que c'est plus petit que les méga-fermes qu'on a aux États-Unis, en Australie ou même... Non, mais d'accord. Une petite exploitation non plus. Voilà, et quand il explique que 95% sont des petites exploitations, la réalité, c'est que la taille des exploitations est en train là d'augmenter. Il y a une concentration dans le monde agricole, comme dans le reste. Oui, comme dans le reste. Mais c'est pas tellement le fait que ce soit industrialisé, le fait qu'on essaye de rationaliser. Et ce que je conteste, c'est qu'effectivement toujours, tout est organisé pour le profit de quelques-uns. Et la réalité, c'est qu'en agriculture, comme dans les autres domaines, l'argent va à l'argent. L'argent va à l'argent. Pour nourrir aussi toujours les tout plus le monde. gros. S'il y avait que des petites exploitations, est-ce qu'on nourrirait toute la population française ? En effet. Mais moi, je suis pas. Justement, je pense que le problème, c'est pas une question de taille. La question, c'est ces grandes fermes. Ces grandes fermes, est-ce qu'on les met vraiment à la disposition de la population pour nourrir la population, ou est-ce que c'est pour faire des profits à un trust agricole ? Parce qu'en fait, maintenant, on peut parler des capitalistes agriculteurs. C'est des agriculteurs capitalistes. C'est ça la réalité. L'ancien dirigeant de la FNSEA, c'était Xavier Belin. Je crois que c'était Xavier, son prénom. Xavier Belin était un des grands capitalistes de l'agriculture, qui y compris exploitait une ferme, mais aussi
manœuvrer sur les marchés et sur les marchés financiers et sur les cours des produits agricoles. Donc on est confronté à ça, à une agriculture. Les aides de la PAC au fond, on aide plus les grandes exploitations que les petites. Pour autant, il y a plus de coûts, non, quand on a une plus grosse exploitation, non? Écoutez, moi, je suis pour la transparence. Je suis qu'on puisse contrôler. Je trouve absolument pas normal que dans ce monde agricole, il y ait énormément de femmes et d'hommes qui, par exemple, sont dans l'élevage, qui font du lait, qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, et qu'on voit à l'autre pôle, encore une fois, des fortunes prospérer, se mettre en place. C'est pas qu'une question d'ailleurs de fermes et d'agriculteurs. C'est aussi la question des transformateurs. Oui, voilà. Vous dites qu'il faut exproprier les capitalistes privés de tout ce business de l'agroalimentaire, de l'alimentation. Mais ça veut dire quoi, exproprier les capitalistes privés? Moi, je pense effectivement que la société, elle devrait être organisée pour que tous les moyens de production qui existent et qui sont effectivement très puissants, qui sont en mesure justement d'éradiquer la faim dans le monde, en mesure de produire, je pense, une nourriture saine, eh bien, ces moyens-là devraient être collectivisés, que ces grandes multinationales, ces grandes fermes, mais aussi les transformateurs, je pense au Nestlé, je pense à Lactalis, je pense à la Coperle, je pense que cela devrait être géré de façon collective et que on mette en avant, encore une fois... Avec l'État derrière, du coup. L'ensemble de la population. La population, les travailleurs de ces entreprises qui les gèrent et qui les gèrent d'abord pour satisfaire les besoins en alimentation de la population avant que de satisfaire quelques actionnaires. Parce que c'est ça le système capitaliste, et que finalement, que ce soit dans l'alimentation mais dans la santé... Est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde, Nathalie Arthaud, d'aller dire il faut faire chuter Nestlé, etc. Lactalis, effectivement, il faut peut-être réguler le marché, mais là c'est... Ah non, moi je ne suis pas pour faire chuter Nestlé. Je suis pour que Nestlé, Danone, Carrefour... Pour moi, ça revient un peu au même, mais... Non, au contraire, je suis pour que ce soit... Je suis pour que ces grandes multinationales, qui sont des outils très puissants, des outils très puissants de recensement des moyens que nous avons, d'organisation et de production, de fabrication, de distribution, que ces outils très puissants, qui sont très importants puisque ça a un impact sur l'environnement, sur la façon de nous nourrir, sur eh bien ces outils-là soient gérés collectivement. Pour moi, c'est l'avenir. Vous demandez leur nationalisation, pratiquement. Oui, voilà. L'expropriation, ça veut dire être géré par l'ensemble de la population elle-même. Moi, je trouve dingue que c'est comme dans la santé, vous savez, moi ça me choque. Les brevets sur les vaccins. Ça me choque qu'on fasse passer les intérêts des actionnaires de ces trusts pharmaceutiques avant la santé. Eh bien, c'est pareil pour l'alimentation. Et moi, je pense que c'est... Vous voyez, on a les moyens de produire consciemment notre alimentation, de la produire consciemment, de s'organiser. Et ces multinationales, je ne veux pas les détruire. Je veux qu'au contraire, on les pilote collectivement, qu'on les prenne en main, qu'on les contrôle. Ce sont les perspectives effectivement communistes, ça c'est vrai. Parce que vous proposez également la gratuité de la cantine pour les plus modestes. Alors là aussi, on a demandé l'avis des spécialistes. Regardez ce qu'ils en disent, et c'est toujours Marion Lefebvre qui a recueilli ces réactions. Personnellement, je pense que cette gratuité, elle devrait être offerte à tous et toutes. Je ne vois pas la raison qui fait qu'on apprenne gratuitement, que l'école soit gratuite, mais pas le fait d'y manger. C'est une bonne mesure, ça va dans le bon sens et ça devrait être adopté par l'ensemble des candidats et des candidates. Je pense aussi que ça ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur la qualité des repas. Que tout le monde mange gratuitement à la cantine, mais aussi des repas de qualité pour les jeunes. Pour moi, c'est extrêmement important. Il ne faudrait pas que cette gratuité se traduise par une dégradation de la qualité des repas qui sont servis. Le coût de la cantine représente entre 40, 60, 70% qui reste à la charge de la municipalité, et ce coût, c'est en gros entre 7 et 10 euros par enfant accueilli. Dans ce tarif-là, il y a évidemment le prix de l'assiette, mais aussi tout ce qui est encadrement des enfants pendant cette période-là, les frais de gestion, les immobilisations. Donc ça reste un coût important auquel les familles participent à un moment donné, et pour autant, les communes réussissent à offrir et en tous les cas à prendre en charge des familles qui sont en grande difficulté et d'elles-mêmes
même, elle propose la gratuité ou un tarif social adapté aux ressources de la famille. Alors Nathalie Arthaud, cette adjointe au maire, elle dit finalement que ça existe déjà. Vous voulez que ce soit davantage généralisé. Et elle dit aussi que ça a un coût pour les communes. Ça veut dire quoi? Plus d'impôts pour les plus riches? Non mais ça, clairement, c'est un coût, ça c'est sûr. Mais je pense que la moindre des choses, ça serait effectivement que l'argent qui existe dans la société. Écoutez, un impôt sur les grandes fortunes. Quand vous avez des grandes fortunes qui dépassent maintenant les 100 milliards, vous vous rendez compte? Enfin, c'est hallucinant. Pour le coup, ce serait plutôt des impôts pour les collectivités. Non, mais sur les grandes fortunes, et qu'on transfère effectivement pour assurer ce besoin-là élémentaire. Donc, c'est en fonction des revenus des parents? Je pense. On pourrait le faire pour effectivement les plus modestes, mais on pourrait en réalité le généraliser. Vous voyez, aujourd'hui, on est mobilisé contre l'épidémie de Covid. Alors, c'est des tests. Là, les milliards, on les sort. Là, les milliards, on les a. Pour faire les tests, pour les vaccins, etc. Moi, je pense que faire en sorte que tous les enfants mangent à leur faim, et effectivement, il avait tout à fait raison, une nourriture de qualité aussi. Ça devrait être un minimum dans un pays riche comme la France, un minimum. Et je suis désolée, mais toutes les communes ne le font pas. J'ai même en tête. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font aussi. Il y en a qui le font. Mais toutes les communes ne le font pas. Par ailleurs, c'est elles qui assument le coût, ce qui n'est pas non plus tout à fait juste, parce que c'est souvent les communes les plus populaires et qui en fait font ce geste. Donc c'est pas très juste que ce soit sur leur denier. Mais je me souviens aussi d'un enfant arrêté par un policier municipal, ramené chez sa mère, sorti de la cantine, ramené chez sa mère parce que la maman n'avait pas payé la facture. Alors vous voyez, c'est ça aussi qui existe. Il y a une estimation qui donne un enfant sur 10 qui ne mange pas à sa faim. Donc oui, c'est... Et vous voyez, moi je suis enseignante. Ces jeunes, ces enfants qui galèrent pour se nourrir correctement. Vous les voyez parfois à l'école tous les jours? Qui vont d'un hébergement à un autre. Oui, je les vois, mais je leur demande le même effort, le même niveau de concentration, le même engagement dans les études. Je fais pas, je le soumets finalement à la même, je le cuisine exactement comme les autres, alors que lui, il a d'autres soucis, il a d'autres difficultés. Bon, ce n'est pas normal. Et je trouve que le rapport fait, l'école est gratuite. Oui, donc il faudrait. Et là, on aurait véritablement une égalité des chances en fait. Alors, on va parler de l'artificialisation des sols à présent qui supprime des terres à cultiver, moins d'espaces verts mais plus d'équipements pour les villes, c'est le dilemme. On en parle et on met les pieds dans le plat. Et Brigitte, une illustration de cette bétonisation qui gangrène les villes, c'est la moitié, figurez-vous bien, Nathalie Arthaud, la moitié des parcelles, soit près de 13 000 mètres carrés des jardins ouvriers d'Aubervilliers, sont en train de disparaître sous les coups de bulldozer du chantier des JO 2024, un solarium, des bureaux, une ligne de métro du Grand Express parisien. Alors sur place, la contestation s'organise, entre colère et résignation. C'est un reportage d'Hélène Bonduel et d'André Lafont. Regardez comme elle est belle cette terre. Elle est noire. Elle est très humifère. Un gros ver de terre. Aujourd'hui, pour Dolores et son amie Anne, c'est récolte de topinambour dans sa parcelle du Jardin des Vertus. Dolores m'a filé toujours plein de légumes de son jardin, des petites tomates. Alors là, on est en hiver, donc forcément, il n'y a pas grand-chose. Mais cet été, c'était vraiment un festival de saveurs, de couleurs. C'est magnifique de pouvoir manger des choses dont on connaît l'origine, en fait, et qui ont été plantées avec amour. Sauf que l'histoire pourrait s'arrêter bientôt, comme elle a déjà pris fin pour une partie de ses locataires des jardins ouvriers d'Aubervilliers. La raison, elle se cache derrière ces palissades. Des tractopelles qui creusent et retournent la terre. Ah bah voilà, c'est l'horreur. Il y a 3 mètres de trous, tout détruit. Voilà, c'est un écocide ce qui se fait là. Maintenant qu'on sait le réchauffement, tout ce qu'a dit le GIEC et tout ça, c'est insupportable de faire ça. Insupportable. À la place du vieux parking et d'une partie des jardins ouvriers,
un futur centre d'entraînement nautique pour les JO, un solarium et une salle de sport. 4000 des 20 000 mètres carrés de terre récoltées ont déjà été engloutis. Mais pas de quoi perturber ce retraité qui cultive à quelques mètres des travaux. Votre parcelle, vous avez peur qu'elle disparaisse ? Ils me donneront ailleurs. Ça fait le 4e jardin que j'ai depuis 40 ans. Trop bien ça se passe. C'est-à-dire ? Pour pas arrêter le progrès. Hein. Impossible d'ailleurs, selon la mairie, d'abandonner un projet dont elle a hérité. Si on ne le maintenait pas, le marché ayant été signé 2 jours après la défaite de mon prédécesseur, j'avais pieds et poings liés et c'était des millions d'euros de pénalités. Et puis il y avait aussi la question de a-t-on besoin sur le territoire de la Seine-Saint-Denis d'un équipement aquatique ? Et là, pour le coup, la réponse est sans hésiter un grand oui. Propriétaire du terrain, Grand Paris Aménagement assure s'être concerté avec les jardiniers. C'est difficile aujourd'hui de se dire que développer du logement peut se faire sans, parfois, de manière marginale, toucher à des espaces naturels. L'enjeu pour nous, c'est quand on le fait, de le faire de manière mesurée. L'organisme public a même proposé de nouvelles parcelles sur un terrain en friche, à proximité, mais surtout à dépolluer. Mais dans l'une des communes les plus urbanisées d'Île-de-France, avec moins d'1,50 m² d'espace vert par habitant, la pilule a du mal à passer. Il y a énormément de retraités qui ont des toutes petites retraites et pour lesquels c'est un apport absolument indispensable, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils n'iraient pas au supermarché, d'ailleurs ils le disent. Ces jardins, non seulement il faut les conserver, mais il faut les multiplier. Derrière, c'est quel rapport on veut aux vivants, quel type de ville aussi on veut habiter. Prochainement, un écoquartier d'habitation et de bureaux et une nouvelle gare de métro devrait aussi voir le jour sur une partie des parcelles restantes. Alors, Nathalie Arthaud, c'est la classe ouvrière qui est lésée avec la disparition de ces jardins ouvriers. On ne vous a pas vu, aux côtés des activistes, dénoncer l'intrusion des JO dans les jardins et les parcelles d'Aubervilliers. Moi, je comprends tout à fait et je suis solidaire de ceux qui défendent leur jardin et donc cet espace-là de liberté. En plus, je les comprends. Non seulement ils peuvent cultiver un peu, et mettre un peu de beurre dans les épinards, j'ai envie de dire, mais aussi quand on habite dans des tours. Comme les Courtillères, là, parce que c'est en fait c'est mitoyen entre Pantin et Aubervilliers, c'est au niveau du fort d'Aubervilliers. Quand on est dans ces tours sans balcon, etc., oui, c'est un sacré bol d'air et voilà, beaucoup tiennent absolument à ces jardins. Moi, je comprends tout à fait qu'ils les défendent, donc je suis tout à fait solidaire d'eux. C'est un mauvais projet de construire une piscine. Je pense que c'est un très bon projet de construire une piscine et un nouvel équipement sportif, mais ce qui vraiment me choque, c'est qu'il n'ait pas trouvé d'autre endroit, quoi. Voilà. Il n'y en avait sans doute peut-être pas, parce que c'est pas évident dans ces zones très bétonnées. Oui, déjà, mais très c'est urbanisées. des zones aussi où il y a beaucoup de friches industrielles, où il y a beaucoup de zones qui ont été abandonnées, qui ont été en effet polluées, parce que alors là, ce qui est dingue, c'est que du coup, ils demandent aux jardins ouvriers de se déplacer sur une zone polluée. Oui, sur le fort d'Aubervilliers, mais c'est pollué. Ils ont retrouvé donc c'est quand même assez curieux. Ils vont les dépolluer d'abord, ils vont faire des analyses. Et alors, pourquoi n'auraient-ils pas dépollué pour construire la piscine à cet endroit-là? Enfin, vous voyez, donc il y a d'autres zones. Donc moi, je ne suis pas pour dire les jardins contre la piscine. Je pense qu'une piscine accessible à la population du quartier, parce qu'il faut encore vérifier. Ça veut dire quoi, des tarifs préférentiels? Non, mais il faut être sûr que ce sera pas le et qu'il y ait des heures d'ouverture dédiées, qu'il y ait des heures d'ouverture dédiées pour les scolaires, pour, vous voyez, il faut encore vérifier ça, parce que c'est pas toujours la maire parle d'équipements sportifs pour la localité, la mairie, donc je pense qu'elle va s'organiser en ce sens. À vérifier, mais vous voyez, moi, je n'oppose pas l'un à l'autre. Je pense qu'on devrait pouvoir faire les deux, mais sans doute que ça nécessitait peut-être plus de moyens, mettre plus de financement pour dépolluer ou détruire peut-être des friches. Mais je peux vous dire que effectivement à Aubervilliers, il n'y a pas beaucoup de parcs et de jardins, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a beaucoup de friches industrielles. Ça, voilà. Alors bon, moi je suis solidaire. Et c'est très bétonné, c'est un des départements qui est et c'est très bétonné, en effet. Donc moi je suis complètement solidaire. Maintenant, vous avez compris que mon combat, c'est aussi justement de mener le combat à l'échelle. Moi, je me bats
pour que les intérêts de la population, des travailleurs, ils puissent être entendus dans cette société. Entendus, mais pour tout. Alors, il y a des combats locaux, oui, mais il y a des combats aussi pour peser sur le pouvoir politique, mais là, le sur le combat, gouvernement. Ça peut être aussi de dire, on artificialise parce qu'on va construire des logements qui vont permettre à des gens d'habiter près des villes, d'avoir du travail près des villes. C'est tout ce dilemme finalement entre la centralisation du travail près des grandes villes et puis ces campagnes où il y a de moins en moins de monde. Enfin, vous pensez qu'il faut décentraliser davantage ? Non, mais je pense que l'étalement urbain, en effet, n'est pas forcément une bonne solution, y compris tous les experts environnementaux l'expliquent, hein, et c'est pas forcément une bonne solution. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'y compris dans des villes très denses, très densifiées, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'abord d'immeubles qui sont insalubres et qui sont inoccupés. Il y a des logements eux-mêmes qui sont inoccupés. Donc il y aurait des choses à faire, y compris déjà en pensant la ville à ce niveau-là. Donc c'est quoi la ville de demain pour vous ? La ville de demain, c'est d'abord une ville qui, effectivement, serait accessible et habitable aux gens qui travaillent. Et ce qui n'est pas le cas. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que, par exemple, une infirmière qui travaille à la Salpêtrière ou à Tenon ne puisse pas habiter sur Paris, soit obligée de faire 1 heure de transport aller, 1 heure de transport le soir, pour rentrer chez elle. Ça, je trouve ça dingue. Il faut encadrer les loyers plus fermement. Oui. L'encadrement des loyers, il existe théoriquement. Mais non, plus fermement, j'allais dire. Voilà, le gouvernement a prévu des prix, des aides au logement justement pour les soignants. C'est prévu ça par le gouvernement. Mais moi, ce que je trouve assez dingue, c'est cette façon de raisonner aussi. Alors les gens ne peuvent plus faire leur plein, donc on va leur donner un chèque énergie. Les gens ne peuvent plus se chauffer, donc on va les aider. Les gens ne peuvent pas se loger, donc on va... Mais est-ce que les salaires peuvent augmenter aussi ? C'est possible, ça ? C'est possible que quand on travaille, on n'ait pas à mendier pour tout ? Est-ce que c'est possible, ça ? Et c'est aussi, vous voyez, une façon de voir c'est insupportable. Finalement, on ne demande rien au grand patronat et aux capitalistes. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin de l'année, on réalise, voilà, les grandes fortunes sont encore plus riches, les cours boursiers s'envolent. Il ne faut pas s'étonner. Tout le système est comme ça. Moi, je pense quand même que les travailleuses et les travailleurs ne demandent pas la charité. Ne demandent pas des aides. Ils veulent vivre de leur travail. Ils veulent vivre de leur travail. Je reviens sur votre fibre écologique. Et dans le reportage, une dame dit que c'est un écocide de détruire ses jardins et ouvriers. C'est votre avis aussi ? Moi, écocide, j'utiliserai pas ce vocabulaire-là, mais je pense qu'on aurait pu faire autrement. Je pense qu'il faut effectivement prendre en compte maintenant, différents critères. On est obligé. Il faut raisonner. Notre intérêt, c'est pas seulement les salaires, c'est pas seulement d'avoir un emploi, de pouvoir d'être bien, mais c'est aussi la santé, c'est aussi l'environnement. Il faut tenir tous les bouts. Et moi, je pense que c'est possible. La société, moi, je suis absolument pour le progrès. Je vois que la société, elle a une connaissance incroyable, des possibilités incroyables, techniques. Moi, ça m'épate et c'est mon optimisme fondamental. Eh bien, il faut qu'on le mette au service de tous, voilà. Et pas que ça ne doit pas servir qu'à quelques grands milliardaires, de Jeff Bezos ou d'Elon Musk voilà, ça doit être mis au service de tous. Allez, on va passer au dessert à présent et c'est le péché mignon. Alors voici, Brigitte, le temps du sucré, avec un dessert un peu monacal, un peu austère. Des mandarines. Des mandarines. Point barre, sans valeur ajoutée, sans crème, ni génoise, ni chantilly, ni glace, ni chocolat, rien de rien, du brutal, Nathalie Arthaud. Alors, une pâtisserie genre Paris-Brest ou Saint-Honoré, non ? C'est un signe extérieur de richesse pour vous ? Non. Alors bon, d'abord, moi je suis pas très crème, ça c'est sûr, mais en plus... j'aime bien terminer avec un petit fruit. Bon, en plus, j'ai pris un couscous, donc c'est quand même assez lourd. Je m'imagine bien derrière, voilà, juste un petit fruit. C'est comme cela que je termine beaucoup de repas. C'est un fruit de saison, comme disait Brigitte. Fruit de saison, oui. Vous avez fait attention à ça aussi ? En tout cas, ça fait partie des fruits que je mange en ce moment, ça c'est sûr, beaucoup. Donc c'est l'occasion, effectivement. Mais après ça, moi, non, je suis pas du tout les mousses au chocolat, les tartes aux pommes. Le sucre ajouté. J'adore les millefeuilles, etc. Non, c'est aucun problème avec tout ça. Les crumbles, ça c'est quelque chose qui se fait vite. J'aime beaucoup les crumbles aux pommes. Et si on est pointu, plutôt mandarine que clémentine ? Vous faites pas les différences en fait ?
je ne fais pas vraiment la différence. Je ne fais pas vraiment la différence. Alors, il y en a une qui a des pépins et l'autre les clémentines n'ont pas de pépins. Oui. Voilà. La mandarine. Mais moi, les pépins, ben voilà. La mandarine a une peau plus facile à enlever que la clémentine, où la peau est plus collée sur les quartiers de fruits. Et la clémentine, c'est un peu aussi notre patrimoine, parce qu'on produit la clémentine de Corse avec ses feuilles. C'est notre terroir. Alors, campagne présidentielle oblige, ça ne vous a pas échappé. Nous nous intéressons au repas de nos dirigeants, aux us et coutumes de l'Élysée. Et c'est le festin de campagne. Alors j'ai compris que vous fréquentiez plutôt les banquets de lutte ouvrière que les dîners d'État, mais sauriez-vous nous dire lequel de ces métiers n'est pas concerné par la mise en place d'un dîner officiel, d'un dîner d'État par exemple, à l'Élysée? Alors A, l'argentier, B, l'ébéniste, C, le fleuriste, D, le caviste. Lequel de ces métiers n'a rien à faire ce jour-là à l'Élysée quand on invite un président ou un chef d'État? Je suppose l'ébéniste. Très bien, bravo. Voilà, j'ai quand même... C'est facile cette fois. Oui, mais après on me dit tes quiz sont trop difficiles. Et quand je fais des quiz faciles, on me dit qu'ils sont trop faciles. Mais je voulais pas humilier Nathalie. Vous n'allez pas souvent à l'Élysée? Non, et je n'étais même pas sûre de moi parce que... On ne sait jamais. Voilà. Oui, parce qu'on peut raboter les tables au dernier moment. Voilà, il y a quand même des choses qui m'échappent dans ce monde, vous voyez. Donc, si vous voulez... Vous, quand vous êtes en campagne, vous faites très attention à ce que vous mangez? Vous mangez un peu plus léger pour avoir de l'énergie ou... Oui, je fais quand même attention, mais je fais attention sans faire attention, quoi. Je porte cette campagne, mais je suis très soutenue. Donc hier, j'étais en meeting à 3 et je suis rentrée vers minuit. Et bien, mes camarades m'avaient concocté un petit panier repas. Sympa. Voilà, dans la voiture. Donc un petit sandwich, non, c'était un petit Tupperware avec une vraie petite salade. Donc il y a quand même un repas équilibré. Vous essayez en tout cas au maximum. Voilà, non, il faut tenir la distance. Donc j'essaye de pas, de pas trop manger non plus. Parce que, en plus, c'est très gentil. Alors, ils m'abreuvent de petits gâteaux, de chocolat, etc. Donc, il faut que je fasse attention. Alors, on va passer au verre de la victoire. Quand vous remportez une victoire, est-ce que vous prenez plutôt des bulles, du champagne, un verre de vin, blanc ou rouge, une bière ou un jus de fruits? Une victoire. D'abord, une victoire, pour moi, ce serait forcément une victoire partagée. Ce serait forcément une victoire collective. Par exemple, une grève gagnée, obtenue. Voilà, oui, bien sûr. Nous, on pensait à la présidence de la République. Hein. Ah, mais non, pour moi, non, parce que moi, je vise bien au-delà de la présidence de la République, vous l'aurez compris. Moi, je veux changer la société. Je veux que, voilà. Donc, ça serait une victoire collective, ça serait un moment festif, il y en aurait pour tout le monde. On partage quoi, alors? On partage quoi? On partagerait ce que les autres ont amené. Une bouteille, un petit peu d'alcool, un peu de... Peut-être. Moi, je suis pas non plus, accro. J'aime bien, mon petit. Ma petite bière, c'est avec plaisir, mais un petit verre de rouge aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la fête, pour moi, c'est pas forcément un verre, vous voyez, c'est pas forcément un verre, ça peut être aussi, c'est surtout un moment en fait. Un partage ensemble. C'est surtout un moment, oui. Alors on associe souvent la victoire à une musique. Alors vous avez choisi celle-là, évidemment. On l'écoute ensemble. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est l'international. Et évidemment, pour vous, ce chant révolutionnaire qu'on écoute, qui a été écrit pendant la répression de la Commune en 1871. Et c'est le symbole de la lutte des classes pour vous? Oui, et puis vraiment, je pense que s'il y avait une victoire pour le monde du travail, ce serait vraiment ce chant-là, ce serait ça. C'est ce qui viendrait, je pense, à tout le monde. Il faut changer,
Il faut changer le monde de base. Voilà, nous ne sommes rien, soyons tout. Voilà, c'est exactement ça. Et je pense qu'on se sentirait fort justement pour dire nous ne sommes rien, nous qui cuisinons le couscous, qui soignons, qui éduquons, qui produisons dans les usines agroalimentaires. Nous ne sommes rien là dans cette société, mais maintenant nous sommes tout. Voilà, merci Nathalie Arthaud d'avoir accepté notre invitation dans Candidat à table, le temps de la présidentielle. Merci également à Le Canoun, restaurant berbère de Charenton, et à Samuel Boyer pour ses mandarines. Et puis rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique à table sur LCP. International.